Ok, alors je vous propose qu'on démarre doucement. Je vous souhaite à toutes la bienvenue. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour cette masterclass. Voilà, il y en a peut-être qui vont encore nous rejoindre dans les prochaines minutes. Alors, hop, j'éteins juste ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous une question qui pour moi est importante. C'est celle de la singularité. Dans notre tête, quand on se dit, voilà, est-ce que je suis unique? On va toujours se dire oui, hein, théoriquement, on est d'accord, on est toutes d'accord sur ce constat. Oui, bah, je suis pas comme Marianne et pas comme Isabelle, moi je suis pas comme Clémence, etc. Donc, intellectuellement, c'est OK. Par contre, ce qui est souvent moins OK, c'est comment on accède à cette singularité. Qu'est-ce que moi j'ai de singulier? Qu'est-ce qui me différencie des autres, hein? Donc voilà, la théorie c'est OK, mais après on est souvent embêté quand il s'agit de mettre de la conscience, des mots sur ce qui nous différencie, sur ce qui nous rend totalement unique. Et donc aujourd'hui c'est vraiment sur ça que j'ai envie de partager, c'est ça que j'ai envie de voir avec vous sur comment on fait concrètement, hein, pour aller chercher, mettre en lumière ce qu'on a chacune bonjour Marilyn, d'unique et de magnifique. Donc, on va faire ce partage, ça va durer à peu près 1 heure, on va être ensemble 1 heure. Dans un premier temps, on va dérouler ensemble cette thématique. Je vais vous exposer du coup les différents chemins de connaissance de soi que je connais, que j'explore. Je vais aussi mettre le focus sur ce que j'aime, que je pratique. Et puis, je vous expliquerai aussi du coup aujourd'hui dans mon activité qu'est-ce que je propose aux entrepreneuses pour aller vraiment se connecter à cette singularité, à cette unicité et créer, designer leur activité à partir de cet endroit-là, de cet espace-là. Donc, voilà, je vais vous partager tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, il y a un fil de discussion. Marilyn, pas de souci, tu arrives au bon moment. Donc, j'irai voir de temps à autre ce que vous notez. Et puis, à la fin, on aura aussi un temps pour celles qui ont envie, pour échanger de vive voix, pour voilà, revenir sur certains sujets, approfondir certains points, pour partager vos expériences, vos avis. Vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec moi, vous avez peut-être complètement d'autres choses à, à partager. Donc voilà, on aura aussi un temps libre à la fin. Ce que je voulais aussi vous dire avant qu'on démarre, c'est que j'enregistre la masterclass. Donc, vous l'avez peut-être vu, il y a eu une petite fenêtre qui s'est ouverte quand vous êtes arrivés. Ça permet à celles qui ne peuvent pas être là du tout ou pas tout au long de la masterclass d'y avoir accès après en replay. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Alors, pour démarrer, je vais me présenter, hein, parce que voilà, il y en a que je connais déjà un peu, d'autres pas du tout. Donc, je vais vous dire quelques mots sur qui je suis. Donc, je m'appelle Lisa Friedman. Je fais de l'accompagnement pro depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, j'ai vraiment essayé pendant 15 ans de sillonner ce milieu professionnel un peu en long, en large et en travers. Donc, j'ai fait de l'orientation professionnelle, de la formation, du bilan de compétences, et tout ça avec plein de publics différents. J'ai travaillé avec des jeunes, avec des demandeurs d'emploi, avec des salariés, avec des personnes en situation de handicap. Voilà, j'ai vraiment balayé un peu tout ce qu'il existait dans plein de structures différentes. Et puis, il est arrivé un moment où j'avais l'impression voilà, que j'avais appris ce que j'avais besoin d'apprendre, que j'avais fait le tour de ce qui existait dans ce domaine-là et que j'avais vraiment un besoin et une envie de créer. J'avais vraiment cette envie de fabriquer maintenant mon activité, d'inventer ma vie pro et pas seulement de prendre ce qu'il existe ou de tester ce qu'il existe, mais vraiment ouais, il n'y a pas d'autre mot plus fort que ça, c'est ce besoin de création. Du coup, est née en 2020 mon entreprise qui s'appelle l'Aventure d'être unique. Et cette entreprise me permet de travailler avec deux casquettes différentes, celle de psy
Donc ça, c'est ma casquette d'origine, hein. Je suis psychologue du travail de formation et aussi de mixer ça avec du coaching. Donc j'ai une formation aussi de coach business. Et du coup, voilà, ces deux approches-là me permettent d'accompagner aujourd'hui des entrepreneuses. Et j'avais vraiment envie de m'adresser à ce public parce que justement, elles sont, enfin, vous et les entrepreneuses en général, on est justement dans cette démarche de création de notre vie pro, d'invention de notre vie pro. Donc, j'avais envie de participer avec mes compétences à cette démarche-là et à ce mouvement-là. Mes clientes, c'est des femmes qui viennent à moi depuis maintenant un peu plus de 2 ans, presque 3. Elles ont en commun en général d'avoir un profil atypique. Donc, ce que j'entends par là, c'est des femmes qui ont une grande sensibilité, une grande intuition, de la créativité, de la finesse, de l'intelligence, qui sont aussi en général très passionnées par ce qu'elles font, hein. On ne fait pas les choses à moitié, on ne fait pas pour les faire, on les fait voilà, avec le cœur, avec, avec de l'engagement. Et, euh, et ces femmes, elles ont aussi un niveau assez élevé d'exigence par rapport à l'entrepreneuriat. Elles n'entreprennent pas juste pour gagner leur vie ou avoir un peu de temps libre. Il y a aussi une envie de se réaliser, de faire de l'entrepreneuriat un chemin personnel, un chemin vers soi, un chemin de découverte, d'exploration de soi et du monde. Donc voilà, elles ont ces traits en général en commun. Et ce profil atypique fait que, en général, elles ont du mal à s'accommoder des accompagnements qui sont proposés, des accompagnements standards. Les accompagnements avec petit 1, petit 2, petit 3, souvent elles se sentent à l'étroit, elles ont l'impression de pas être accueillies, de devoir un petit peu remballer certains aspects d'elles pour s'adapter à ça. Et d'être un peu, voilà, de venir avec trop d'idées, trop de questionnements, trop d'enthousiasme. Donc, ces accompagnements sont souvent inadaptés pour elles et elles ont envie et besoin d'aller vers des démarches beaucoup plus sur mesure qui correspondent à leur façon d'être et qui les accompagnent en fait et qui les accueillent avec tout ce qu'elles sont. Du coup, ben, ma démarche qui est psy et qui est artisanale dans le sens où mes accompagnements vont vraiment venir s'adapter à chaque entrepreneuse. Il n'y a pas il y a rien de standard, d'industrialisé. Je vais vraiment façonner chaque accompagnement et l'ajuster à chaque personne. Du coup, cette démarche, ben, ça leur correspond bien. Elles se sentent en général accueillies, et libres d'être vraiment elles-mêmes dans toutes leurs facettes. Et du coup, ben, cet accueil-là et ce travail dans cette énergie-là leur permet d'avancer souvent très bien et très vite. Coucou Davina, coucou Clara, bienvenue, Angélique aussi. Donc voilà, on a démarré, je vous laisse prendre le train en route. Du coup, ce qu'elles ont aussi, mes clientes et les entrepreneuses en général avec qui je discute, il y a une question qui embête, hein, qui est vraiment la question, le point noir, le truc qu'on déteste. C'est la question en quoi es-tu unique? Alors, il y a des variantes, hein, vous connaissez sûrement. Ça peut aussi donner, souvent on vous pose la question en quoi es-tu différente? Qu'est-ce qui te démarque de tes concurrents? Voilà, c'est des multiples versions de la même question. Et souvent, elle met très mal à l'aise cette question. Surtout quand on est dans des activités où c'est son savoir-faire qu'on vend, hein. Quand on fait, par exemple, de la formation, du coaching, qu'on fait de l'illustration, de la photo, je sais pas moi, de la thérapie, en fait, on vend son savoir-faire, hein. On vend sa façon d'exercer son métier, son art particulier. Et du coup, c'est beaucoup plus confrontant par rapport à quelqu'un qui va vendre, je sais pas moi, un produit, des habits, des choses comme ça, ben, de positionner son produit, de dire en quoi il se différencie.
on est extérieur, c'est quelque chose d'extérieur à soi, donc on en parle facilement. Mais quand notre travail, c'est nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose, bah, c'est beaucoup plus difficile, hein, justement, parce que ça parle de soi. Et cette question de l'unicité, ben, ça touche à des aspects qui sont intimes, qui sont complexes et qui parfois sont vulnérables, hein, parce que surtout quand on a un profil un peu atypique ou on n'a pas toujours été très conforme à ce qui était attendu, bah, il peut y avoir dans le parcours de vie des endroits où c'est un petit peu blessé, où on n'a pas été très accueilli, on ne s'est pas senti très à l'aise. Donc là, d'oser dire qui on est, de se mettre en avant, ben, ça peut réveiller aussi des choses blessées en soi. Donc on est vraiment sur des questions identitaires et sur la question de notre place parmi les autres, par rapport aux autres, et ça, c'est souvent compliqué. Bah, du coup aussi, si vous avez envie, je vous propose de me dire dans le chat comment vous sentez par rapport à cette question. Si par exemple, on prend de 1 à 10, 10, je suis super à l'aise, tu me poses la question, doigt dans le nez, je te parle de moi pendant 10 minutes, ou alors, oh là là, c'est la question, si je peux l'éviter, voilà, j'aurais assez envie de mettre la tête dans le sable et de passer à côté. Donc voilà, si vous avez envie de partager, je vous laisse mettre vos notes dans le chat et puis je vais aller regarder. Hop. Alors, j'essaye aussi pendant ce temps de voir comment je peux essayer de vous voir tout en même temps, mais je crois que ce n'est pas possible. Bon, j'essaye la mosaïque. Bon. Alors, qu'est-ce que vous mettez Ok, Marilyn moyen, Clémence moyen, un 6, Maria très à l'aise, cool. Estefania moyen, mais ça va quand même. Clara 7, Isabelle 4, Davina 5, Angélique 8, plutôt à l'aise. Ok, d'accord. Je vais le remettre en plus petit. Et du coup, cette question, en fait, si on a... Oups, je vais trop vite. Si on n'a pas de clarté, une très grande clarté sur qui on est, sur ce qui nous différencie en tant qu'entrepreneuse, bah, ça va se sentir en fait à différents endroits, hein. Ça va se voir et se sentir dans notre façon d'entreprendre et de développer notre entreprise. Alors, à quoi on peut le voir en fait? À quoi moi, en général, je le ressens quand je vois l'univers ou que je rentre en contact avec une entrepreneuse. Bah souvent, ça se ressent dans la difficulté à se mettre en avant ou à se mettre en valeur. Bien sûr, si tu n'es pas au clair sur cette unicité, tu ne vas pas avoir envie de monter sur scène et de la mettre au premier plan. Donc ça, c'est déjà la première chose. On va pas se mettre en avant. Et puis, du coup, on va chercher des stratagèmes pour se protéger un peu, pour se cacher, pour éviter cette question. Et souvent, ça va être de la mise en avant à la place de se mettre en avant soi. On va mettre en avant ses diplômes, ses certifications. Donc, c'est regarder comme elle est chouette l'école de coaching que j'ai faite, regarder comme c'est chouette l'hypnose, regarder comme c'est chouette l'équicoaching ou je ne sais quoi. Donc, on va mettre en fait en avant des outils, des formations, des postures, mais pas nous. Donc, souvent, voilà, mes clientes, ce que je leur dis, c'est que ce qu'elles font, c'est super, elles font la promo, elles font de la pub, du super marketing pour leur école ou pour leurs outils, mais pas pour elles, pas pour ce qu'elles vendent, pas pour ce qu'elles font. Autre conséquence, c'est que comme on n'est pas au clair sur soi, on va être beaucoup dans la comparaison, on va beaucoup être dans le jugement, on va souvent se sentir illégitime, on va regarder à gauche, à droite, machin fait ci, truc fait ça, oh, mais ça c'est vachement bien et moi je fais pas aussi bien et lui c'est super clair et moi ça l'est pas. Donc ça va aussi être souvent lié à une estime de soi un peu bancale et à beaucoup de sentiments d'illégitimité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose. Ça va aussi amener à proposer ce que j'appelle les apparts, enfin, c'est pas moi qui ai donné ce terme, c'est une cliente à moi et je le trouve très juste, les apparts témoins. Ça veut dire qu'on va faire des sites, on va créer des contenus, on va faire des offres qui sont très chouettes, hein, c'est beau, c'est propre, c'est professionnel, mais ça manque
un peu de personnalité. On n'y met pas vraiment de soi. On va faire des choses un peu neutres pour pas trop s'exposer, puis parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on renvoie, donc on va faire des choses un peu, oui, un peu neutres, hein, vraiment propres mais neutres. Et il n'y aura pas la touche, hein, on ne va pas mettre notre univers, notre patte dans ce qu'on fait vraiment. Et de manière très générale, du coup, c'est aussi associé à en général, une détestation de la communication, hein, puisque cette question nous embête, puisqu'on n'a pas envie de se mettre en valeur, ben, on ne va pas avoir envie d'enfiler la casquette de communicante, hein. L'entrepreneuse, c'est une de ces casquettes, hein, la com, c'est vraiment une facette importante, mais quand on n'est pas à l'aise avec ça, ben, c'est une casquette qu'on aimerait bien brûler ou même pas avoir à endosser. Donc, souvent, voilà, ça va donner pas forcément une phobie, hein, on n'en est pas là, mais en tout cas, quelque chose où c'est un peu rébarbatif, il faut s'y mettre. Oh là là, il faut que je communique, j'ai vraiment pas envie, et si je pouvais m'en passer, ça serait avec plaisir. Du coup, la question aujourd'hui, ça va être comment on peut mieux se connaître et comment on peut arriver à mettre le doigt sur ce qui vraiment nous rend unique et irremplaçable. Comment mettre vraiment ça en lumière, hein. Donc, c'est ça que je vais aborder. Et ce que je vais vous partager, c'est vraiment issu de ce que j'ai exploré moi, hein, et ça, vous allez voir, ça reprend chronologiquement aussi un peu mon cheminement. Du coup, depuis une vingtaine d'années, depuis que j'ai commencé la fac de psycho, ben, cette question de qui je suis, qu'est-ce qui me différencie, comment je me positionne par rapport aux autres, a toujours été là, et d'autant plus quand j'ai commencé à entreprendre. Donc voilà, j'ai exploré, j'ai découvert plein de choses, et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est les différentes voies d'accès que je connais, que j'explore. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'en vois quatre grandes voies de connaissance de soi, et c'est celle-là que je vais vous présenter maintenant. Dites-moi juste, est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint ou est-ce qu'il y a le carré qui bloque tout? C'est bon pour vous? Oui. Ok, super. Je ne sais pas forcément ce que vous voyez. Alors, le premier chemin de connaissance de soi, ça va être tout ce qui est test, hein. Quand on parle connaissance de soi, souvent, ce qui nous vient à l'esprit, c'est tous les tests qui permettent de se décrire. Les tests, ils sont de différentes natures. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu pendant mes études de psycho. En psycho, on est vraiment sur ces outils-là. Donc, ça peut être des tests de personnalité, ça peut être des tests de valeur, par exemple, des tests d'intérêt, des tests d'aptitude. Donc, voilà, on peut mesurer tout ça, on peut tester tout ça. Et le but de ces tests, enfin le concept, c'est que on ne peut pas aller voir dans ta tête ce qui s'y passe, hein, on ne peut pas aller voir à l'intérieur de toi. Donc, on va en fait te faire produire des réponses à des questions, à des exercices, des choses comme ça. Et ces tests, en fait, ils déduisent qui tu es, des réponses que tu donnes. Voilà, donc tu donnes des infos, tu donnes de la matière, et on va ouais, te faire ce que j'appelle un portrait ou une photo à partir de ça, qui décrit qui tu es aujourd'hui à partir des informations et des réponses que tu donnes à ces tests. Hein, donc, ouais, moi, je l'assimile, je vois ça, enfin, dans ma représentation, c'est un petit peu comme une photographie ou un dessin qu'on ferait de toi. Et ces tests, ça peut te donner des infos, donc on va te donner des caractéristiques. Par exemple, un test de personnalité va te dire que tu es plutôt extraverti, que tu es plutôt ouverte à la nouveauté. Un test d'aptitude va venir te parler de tes capacités en raisonnement verbal. Un test de valeur va te dire que la liberté, c'est vraiment le truc ultime pour toi. Un test d'intérêt va mettre en valeur que c'est le bien-être des autres qui va te motiver. Donc, tu vas comme ça avoir différentes caractéristiques qui vont te permettre de brosser un portrait ou de faire une photographie de qui tu es aujourd'hui et comment, de qu'est-ce qui te caractérise, pardon, tout simplement, pour te décrire. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense. Moi, je ne suis pas du tout, pas tellement à l'aise avec ces démarches-là. J'ai été formée, comme dit, à ça, hein. En psycho, c'est vraiment là-dessus qu'on est formé.
Mais moi, je n'ai jamais vraiment trouvé ça pertinent, percutant. Ces tests, je les ai fait passer aussi au début de ma carrière. Je trouve que c'est limité, ou en tout cas, ça n'a pas du tout répondu pour moi à cette question de qui je suis et ce sentiment, voilà, où est mon unicité, où est ma place en tant qu'individu. Donc, moi, d'après moi, là où ça peut pêcher, ou là où en tout cas moi, ça ne me convient pas, ces tests, c'est déjà que ce portrait, cette photo, comme une photo, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de la qualité de ton appareil, etc. Donc, le test peut... Il y a des biais, hein, c'est pas quelque chose de totalement objectif. Hein, il y a des biais qui vont venir un peu déformer qui tu es. Ça peut être notamment lié à la formulation des questions. Moi, souvent, dans les tests, je me dis, OK, mais j'aimerais pas le dire comme ça, ou je me reconnais pas là-dedans, ou il n'y a pas l'option que j'aimerais choisir, elle n'existe pas, ou alors je me vois partout. Et pareil, dans l'interprétation, des fois, je lis des choses, puis je me dis, OK, bon, c'est censé être moi, mais je me reconnais pas forcément dedans. Donc, ces outils, en fait, il y a quand même des déformations liées à l'outil en lui-même qui vont intervenir. Ces déformations peuvent aussi être liées à nos propres perceptions, c'est-à-dire que tous ces outils, c'est de l'auto-évaluation. Hein, donc, c'est toi qui va dire qui va comment dire, t'évaluer, qui va dire des choses de toi. Et ça peut être biaisé. Hein, on n'a pas un regard sur soi ultra objectif non plus. Il y a notamment le phénomène en psychologie, ça s'appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire que quand tu sais que quelqu'un va regarder tes résultats, tu vas essayer plus ou moins inconsciemment, de toujours te montrer sous ton bon jour. Donc, tu ne vas pas dire je déteste voir les autres, non, je ne suis pas du tout altruiste. Enfin, voilà, il y a des choses où on sait que ce n'est pas non plus le top. Donc, on peut être aussi un peu influencé dans ses réponses par cette envie de coller à ce qui est attendu ou à ce qu'on pense être bien ou mieux que le reste. Aussi, l'image qu'on a de soi, c'est difficile. On est influencé aussi par nos complexes, par notre histoire. Et quand on le voit souvent quand on discute avec quelqu'un d'autre, on lui dit moi, je me perçois comme ça. Souvent, les autres nous disent non, pas du tout. On a l'impression d'être super timide et l'autre nous trouve super à l'aise ou autre chose. Ça ne veut pas dire que l'autre a plus raison, mais ça veut juste dire que nous, on n'a pas forcément un regard ultra objectif et que ce n'est pas forcément la réalité non plus. La réalité, on ne sait pas trop où elle est, mais ce n'est pas forcément la personne concernée qui a toujours le meilleur regard sur elle-même et la meilleure évaluation des choses. Et puis, là où ça me dérange aussi, c'est que et ça a été mon cas à une époque de ma vie, c'est que des fois, on a une personnalité qui s'appelle un faux self, qui est une personnalité de façade, hein, une espèce de personnage, de masque social. Et du coup, si on est dans une période de sa vie où on est là-dedans, en fait, on risque de répondre pour ce personnage, hein, de venir et de dire, de s'évaluer en fonction de ce personnage. Et du coup, en fait, les résultats vont venir renforcer ça, vont venir nous dire, oui, tu es le personnage que tu joues. Hein, et du coup, on peut s'enfermer, en fait, ou les tests peuvent venir aussi nous enfermer dans des façons d'être qui ne sont pas forcément naturelles pour nous, mais qui sont plutôt des façades qu'on a développées au fur et à mesure. Et puis, la troisième chose qui me dérange, c'est que moi, personnellement, souvent, ces tests, je les ai faits plusieurs fois, je les ai testés et retestés. Et en fonction du contexte, ça ne donne pas les mêmes résultats. D'une semaine à l'autre, je n'ai pas du tout le même profil. Une fois, je suis extravertie, une fois, je suis introvertie, une fois, je suis je ne sais pas quoi. Parce que, en fait, en fonction de ce qui te vient en tête, des exemples qui te viennent en tête au moment où tu fais le test, en fonction de ton niveau de fatigue, ton humeur, tu ne vas pas forcément répondre de la même manière. Et du coup, ces tests peuvent des fois aussi donner on peut se sentir un peu perdu parce qu'on a l'impression qui on est vraiment, quoi. On est une espèce de girouette, on a 3 personnalités différentes, on est qui au milieu de tout ça. Donc, des fois, ça peut être presque un peu plus perturbant qu'aidant parce qu'il n'y a pas quelque chose de fixe où on est un peu à l'entre-deux, où il y a quelque chose d'un peu mouvant en soi. Du coup, au global, pour moi, ces tests, tout ce qui est de l'ordre des tests, ça peut permettre de donner des grandes lignes, ça peut être intéressant, mais
voilà, moi, ça ne me parle pas énormément. Et surtout, ça ne met pas le doigt sur ce qui nous rend unique, irremplaçable. De savoir que je suis extravertie ou que j'aime travailler avec les autres, ok, c'est cool. Mais voilà, qu'est-ce qui me rend unique et ça ne me met toujours pas à l'aise avec cette question de départ. Du coup, la deuxième voie dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de vous exposer aujourd'hui, c'est celle des outils qui, à l'inverse de décrire qui on est aujourd'hui, viennent décoder l'essence. On est sur des choses, des outils beaucoup plus liés à l'inné, quelque chose d'inné. Ici, je pense par exemple à tous les outils que j'ai explorés donc, après mes études, comme la numérologie, donc ça c'est lié aux chiffres et à la date de naissance, le design humain, là aussi c'est lié à notre date de naissance, et puis ça vient parler de nos centres énergétiques. Il y a aussi l'astrologie, et puis il y a un outil que j'ai mis là, parce que moi je l'aime beaucoup, ça a été une de mes grandes découvertes dans mon cheminement, c'est la méta. C'est un outil qui est développé par Flora Douville et qui part du principe qu'en fait, dans notre corps, il y a des infos sur notre nature profonde, il y a des infos dans la couleur de notre peau, dans nos mouvements, dans la structure de notre corps. Ça vient dire des choses de notre essence, de notre nature. Et donc, de décrypter ça, ça donne des infos. Et puis, ça permet aussi, après, ça va encore plus loin, on peut s'habiller d'une manière qui vient traduire qui on est et qui vient soutenir notre énergie. Donc ici, dans tous ces outils-là, dans ces démarches-là, on n'est pas en train de faire un portrait de qui on est devenu, on est vraiment dans une démarche inverse, on est dans la notice, le plan, comment dire, le plan de montage, en fait, qui nous a accompagnés quand on est venu sur Terre. On est vraiment sur l'exact opposé, on est vraiment sur le truc de base qu'on a dès le départ et qui est immuable. Et donc, on part effectivement sur des infos de naissance ou sur les infos de notre corps. Ou, voilà, je ne connais pas tous les outils, il doit y en avoir d'autres qui décryptent encore d'autres choses, mais on est vraiment sur ces démarches-là. Et dans ces démarches, du coup, on va avoir des infos du style, par exemple, le design humain va nous dire qu'on est plutôt fait pour prendre des décisions avec notre ventre, en suivant notre enthousiasme. Ou alors, un autre exemple avec la numérologie, que dans notre vie, on va aller, notre chemin de vie, entre guillemets, c'est la communication, c'est la créativité. L'astrologie va nous dire avec notre ascendant qu'on va devenir plus anticonformiste quand on va vieillir. La méta dont je parlais, ça va peut-être nous dire que c'est telle palette de couleurs qui va venir soutenir notre énergie. Donc là, c'est ce type d'infos qu'on peut avoir avec ces outils-là. L'intérêt et les limites que je vois dans cette voie, cet accès à soi et à cette connaissance de soi. La première chose, voilà, ce que je veux vraiment préciser, c'est que ce n'est pas du tout scientifique. Là, on n'est pas du tout dans des outils développés par des psychologues avec des tests et des démarches expérimentales, etc. C'est des choses beaucoup plus alternatives. Mais moi, personnellement, c'est des choses qui m'ont intéressée, qui me parlent, parce que en fait, je sens à l'intérieur, c'est vraiment du ressenti et c'est tout personnel, c'est que c'est des choses qui m'ont parlé quand je les ai rencontrées et qui sont vraiment venues sonner juste. Je n'ai pas d'autres mots, sonner juste à l'intérieur. Et quand je les ai intégrées, quand je les ai approfondies, ça m'a amené de la clarté, ça m'a amené de la fluidité, du plaisir. Et ça m'a fait valider en fait ces outils pour moi parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, des choses qui se dénouaient, des choses qui se mettaient en place grâce à ces outils. Par contre, ces outils, un de leurs points communs, c'est que ça demande du temps. On intègre des infos, on se rapproche, on se déconditionne, on se rapproche de sa nature profonde. Et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Souvent, pour vraiment les appréhender, pour vraiment en tirer tous les bénéfices, ça peut mettre des mois, ça peut mettre des années. Donc, voilà, on n'est pas dans un truc, OK, j'ai une question, je dois y répondre, j'ai envie d'y répondre, hop, on y va. C'est des démarches plutôt longues de connaissance de soi. Et il y a aussi un petit risque avec ces outils, c'est que par moment, ça peut devenir un peu prise de tête, on peut finir par se maltraiter parce qu'on va vouloir être
ce qu'on devrait être, hein, puisqu'on parle de l'inné, on va se dire, OK, je devrais être comme ça, donc on va tout le temps se dire, OK, mais comment je peux faire? On va être à la recherche comme ça de façon de faire pour coller à cette essence, à cette nature profonde, à ce qu'on est fondamentalement. Et du coup, par moment, ben, je l'observe, on peut perdre un peu de spontanéité, ça peut devenir un peu lourd. Donc, c'est des outils très chouettes, mais il faut que ça reste aussi ludique, léger et qu'on s'autorise aussi à pas s'en servir ou à pas vouloir être tout le temps là-dedans ou en faire une quête sans fin. Donc, pour moi, ces outils, tout ce qui est de l'ordre du décodage de l'essence, c'est des démarches de fond qui sont intéressantes, qui vont permettre de se sentir de plus en plus aligné, d'assumer certaines caractéristiques de sa singularité. Mais voilà, on ne sait toujours pas, en tant qu'entrepreneuse, en quoi on est unique. Voilà, ces outils ne viennent toujours pas répondre à cette question-là. Du coup, la troisième voie, c'est vraiment celle qui, moi, est au cœur de ma pratique, c'est l'autre comme miroir de ta singularité. Donc là, c'est vraiment plus aller voir dans des outils, plus se référer à des outils, mais à des personnes, d'aller se faire accompagner. Du coup, là, vraiment, on est dans tout ce qui est accompagnement par des professionnels de la psychologie. Donc, ça peut être des psychologues, mais ça peut aussi être des coachs, des thérapeutes, enfin, toutes les personnes qui vont justement avoir ce rôle de miroir pour toi dans la recherche de ce qui te rend unique et singulière. Donc ici, c'est vraiment écologique. J'ai mis ce mot-là. C'est pas de la théorie, c'est pas une moulinette comme ça qui vient te dire des choses. C'est vraiment d'aller explorer ton univers à travers des questionnements, à travers des échanges. On plonge dans ton monde, en fait. L'accompagnant et toi, vous allez explorer ton monde. Donc, dans ce genre de démarche, tu vas aller voir tes compétences, tu vas aller explorer ton parcours de vie, ta manière personnelle de faire ton travail, le sens que toi tu y donnes, qui t'est complètement personnel, les outils que tu utilises et la manière dont tu te les appropries. Donc, c'est vraiment d'aller explorer ça, d'explorer ton monde, de te balader dans ton monde intérieur. Et ce travail exploratoire, dans ce dialogue, dans cette relation à l'autre, ça va permettre à la personne qui t'accompagne de te renvoyer peu à peu ce que tu es la seule à faire de cette manière-là, pour ces personnes-là, dans cet objectif-là et avec cette énergie-là. Et pour moi, la singularité pro, c'est là-dedans qu'elle se niche, c'est là qu'elle est, hein, vraiment dans cette façon, cet art d'exercer professionnellement qui t'est totalement propre. Donc, c'est vraiment là, et en pointant, en faisant miroir et en venant pointer ces éléments-là, que la singularité peut émerger et que tu peux en prendre conscience et te l'approprier vraiment. Pourquoi on a besoin de l'autre, en fait? Pourquoi on ne voit pas tout seul, hein, finalement? Ça serait tellement plus simple. Parce que justement, ta singularité, c'est ce qui est tellement toi, c'est ce qui est tellement naturel, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es, c'est justement tout ce à quoi tu portes pas attention. Il n'y a pas de question parce que voilà, ta motivation profonde, elle est là, quoi que tu fasses, elle est toujours là. Donc, c'est ce qui est tellement toujours là qu'effectivement, seul, on ne le perçoit pas. C'est trop soi pour qu'on le voit. Donc, en fait, la singularité, il n'y a rien à inventer, tout est là, simplement, c'est tellement proche, c'est tellement collé qu'on a besoin de l'autre pour un petit peu décoller le nez et le voir et en prendre conscience. Et puis, on y a aussi, des fois, c'est aussi difficile d'y avoir accès seul, parce qu'il peut y avoir, et c'est souvent le cas, des blocages inconscients. Il peut y avoir des choses qui, dans notre parcours, sont venues bloquer cet accès à soi, qui font que même quand on te tend un miroir, tu tournes la tête, en fait, tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à assumer ce que tu vois dans le miroir. Et du coup, là, c'est des croyances et des blocages qui sont à aller dégommer, à aller enlever. C'est des choses à libérer. Et du coup, le rôle
de l'accompagnant, c'est à la fois de faire miroir, mais aussi d'aller libérer ça, hein, pour que tu puisses oser regarder en face ce qui te caractérise, ce qui te définit et ce qui est beau et singulier en toi. Donc, il y a vraiment ce double travail, à la fois de montrer, mais aussi de permettre à l'autre de voir. Il y a ce double mouvement. Les résultats, quand on aborde la singularité comme ça dans l'accompagnement, ben, c'est qu'on peut accéder hyper vite et hyper facilement à des informations très concrètes et très opérationnelles sur soi, hein. Donc, on n'est pas dans un portrait plus ou moins déformé comme dans les tests, on n'est pas non plus dans quelque chose de théorique de qu'est-ce qu'on devrait être ou quelle est notre nature. On est vraiment dans l'écologique et du coup, on va pouvoir reconnaître ce qui est là, ce qui nous caractérise, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, et qui nous rend uniques là maintenant, nous, dans ce qu'on est, dans tout ce qu'on est, dans toutes nos facettes. Et quand ce travail-là se fait, il va y avoir vraiment quelque chose de très libérateur. On va pouvoir être à l'aise avec son identité. Tout d'un coup, cette question de en quoi tu es unique, elle trouve sa réponse. Et on peut incarner, en fait. On n'est plus à se regarder de l'extérieur. Tout d'un coup, on est au clair et puis on l'incarne, on l'exprime et on peut vraiment assumer sa singularité dans sa vie pro. Du coup, j'avais envie de vous partager un exemple, hein, d'une cliente à moi avec qui on a fait ce travail sur la singularité. Donc, au démarrage, elle était voilà, dans une activité un peu passe-partout. Elle ne savait pas trop se définir. Elle a l'impression de faire la même chose que les autres en moins bien. Donc ça ne l'aidait pas. Et du coup, on est allé vraiment explorer, mettre des mots, découvrir un peu toutes les facettes de son univers. Et elle a pris conscience qu'elle faisait de la photo, mais que sa photo à elle, c'était une photo un peu différente, ou c'était une photo picturale, c'est-à-dire qu'elle mélange la peinture et la photo. Elle a deux formes d'art qui viennent se combiner. Qu'elle le met au service de quelque chose qui a vraiment du sens pour elle, qu'elle rend visible des personnes qui sont souvent dans l'ombre et que c'est ça en fait qui la motive et c'est cette démarche-là qu'elle fait, quoi qu'elle fasse, quelle que soit la personne qu'elle prend en photo, c'est vraiment cette démarche qu'elle va entamer avec son modèle. Et puis on a aussi mis des mots sur comment elle le fait. Donc elle le fait dans quelque chose de très chaleureux, avec son énergie à elle, et puis elle a envie d'avoir une dimension festive, elle va toujours mettre un peu de glamour, de fun dans sa façon d'exercer. Et donc, voilà, de voir tout ça, de prendre conscience de tout ça, d'assumer tout ça, lui a fait complètement redéfinir son activité et être très à l'aise et de plus du tout se comparer. Ça, c'est son univers, elle l'assume, elle le montre et elle est hyper au clair avec ça aujourd'hui. Et puis, la quatrième voie que j'avais envie de partager, une fois que les autres, qu'on a un peu exploré les autres, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, c'est l'écoute de soi comme source ultime d'infos sur soi. C'est-à-dire que quand on ne se cherche plus, qu'on se pose plus trop, enfin, qu'on est à l'aise avec qui on est, qu'on n'est plus dans ce questionnement-là et qu'on sait comment on fonctionne, comment on marche, de plus en plus, on va s'affranchir des outils et du regard de l'autre. En fait, ça ne sera plus des questions. On n'a plus forcément besoin de tout ça. Puisqu'on est incarné, puisqu'on se sent à sa place, puisqu'on est bien dans là où on est, dans sa place à soi, en fait, peu à peu, une énième info sur qui je suis, comment, ça, on n'a plus besoin, on n'a plus envie de ça pour avancer. Et on apprend à aller chercher les infos sur soi en soi, hein. Il n'y a plus besoin de ce passage par l'extérieur. Comme en fait, tout est assez dégagé, en fait, il suffit de fermer les yeux et de regarder à l'intérieur et on peut voir émerger des infos et encore des niveaux de subtilité supplémentaires sur qui on est. Et donc, au fur et à mesure, après, on va de plus en plus se connecter et aller à l'intérieur, à l'écoute de soi pour se connaître. Et ça va permettre d'affiner, d'étoffer notre singularité, de lui donner de la puissance, de l'envergure au fur et à mesure. Par exemple, Christine, le but, c'est pas maintenant, elle a défini et c'est ça son truc et du coup, elle peut plus en sortir. C'est la base, c'est là où elle se sent bien,
mais ça va venir se colorer, elle va évoluer, et puis il y a plein de petites nuances, il y a plein de petits détails qui vont encore émerger, et comment dire, oui, sa place va devenir de plus en plus ample et de plus en plus complexe. Et du coup, là, j'avais envie de vous donner un autre exemple, c'est celui de Karine, avec qui j'ai travaillé pendant un petit moment. Et elle, au départ, elle se définissait comme masseuse. C'était pour pas trop se montrer. Masseuse, il y en avait plein partout autour d'elle, il y en avait plein dans le village. Du coup, elle faisait un peu comme tout le monde. C'est pas trop engageant. Donc, elle était derrière cette façade assez conventionnelle, assez lisse. Et puis, le travail qu'on a fait ensemble et oui, l'accès à sa singularité et la connexion à ça lui a permis comment dire, d'assumer de plus en plus qu'en fait, elle faisait beaucoup plus que du massage, que ça allait bien au-delà, que c'était pas juste du massage, mais qu'il y avait un vrai accompagnement et qu'elle faisait ça avec une part très intuitive, qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'accompagnement des gens sur leur chemin de vie, certes en utilisant le massage, mais pas que. Et donc, pendant l'accompagnement, on est arrivé là, mais ensuite, elle a continué et elle était libérée et à sa place. Et du coup, il y a encore des nuances qui sont venues se greffer ou qui ont émergé. Et du coup, maintenant, elle assume vraiment même un terme plus fort qui est celui de guérisseuse. Et elle a aussi rajouté le travail avec les animaux qui lui tient à cœur et qu'elle n'osait pas exprimer jusque-là. Donc voilà, ça s'est étoffé et ça a encore gagné en précision et en puissance au fur et à mesure suite à l'accompagnement. Alors, est-ce que par rapport à tout ça, donc là, je vous ai partagé les 4 grandes voies, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des partages à faire par rapport à tout ça? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Je regarde le chat. Et est-ce qu'on continue? C'est toujours bon pour vous? Oui. Alors, ce dont je voulais vous parler maintenant, c'est comment moi, je vais aider concrètement mes clientes à accéder à cette singularité. Et le but voilà, de tout ça, c'est vraiment de pouvoir faire du soi, hein, d'avoir une activité où on fait du soi, on fabrique du soi, on crée quelque chose qui nous ressemble et qui porte notre empreinte. Du coup, dans mes accompagnements, je vais mixer ce qu'on a vu là, les différentes voies. Alors, comme dit les tests, je ne suis pas friande, donc ça, j'ai laissé tomber dans ma pratique depuis un petit moment. Par contre, je vais utiliser un petit peu de design humain. Ça, c'est un des outils que j'aime bien. Je l'utilise après à certaines conditions, déjà que ça ait du sens. Hein, si je sens que vraiment il y a quelque chose qui pourrait être aidant, éclairant pour mes clientes. Et puis aussi si ça leur parle. Hein, comme dit, c'est des outils qui ne sont pas du tout dans une démarche scientifique. Et mon but, ce n'est pas de convaincre ou de faire adopter aux autres des croyances qui sont les miennes ou des penchants qui sont les miens. Donc voilà, je fais aussi toujours, comme je vous le disais au départ, du sur-mesure. Donc, je l'utilise si je sens que la personne en face est réceptive, que ça l'intéresse, qu'elle adhère et que ça rentre dans son univers et dans sa vision du monde. Quand j'ai l'occasion d'utiliser le design humain, ça va être pour aller chercher vraiment des points particuliers et des points qui vont vraiment avoir du sens par rapport à l'entrepreneuriat. Par exemple, dans le design humain, il y a une info qui est liée à la prise de décision. On n'est pas tous faits pour prendre nos décisions de la même manière, à la même vitesse et en écoutant les mêmes choses à l'intérieur de nous. Donc ça peut être intéressant quand il s'agit de faire des choix entrepreneuriaux, de savoir et de guider mes clientes pour aller chercher au bon endroit l'info, ça peut être chouette. Ça peut aussi être, par exemple, au niveau de la stratégie. Certaines d'entre nous sont faits plutôt pour accueillir, pour attirer à eux. Et du coup, s'ils se lancent dans des stratégies très offensives de prospection, d'aller à la rencontre, d'interpeller les gens, bah, ça ne va pas marcher pour eux. Il y a quelque chose qui va être dissonant, ils ne vont pas avoir de résultats, ils vont se casser les dents et ça va être difficile.
Donc, voilà, ça va être de trouver une stratégie en accord, en fait, avec notre énergie pour que ce soit fluide et que ce soit efficace pour nous. Donc, voilà, c'est deux exemples de points qu'on peut aller voir pour effectivement faire le lien avec notre façon d'entreprendre et comment ça peut venir fluidifier, mettre de l'huile dans les rouages et du plaisir à entreprendre. Bien sûr, du coup, moi, ça va être beaucoup la troisième voie que j'utilise, cet effet miroir. Donc, je vais utiliser mon regard de psychologue pour permettre à mes clientes de mettre de la conscience, des mots sur ce qui fait d'elles des professionnels uniques et puis pour l'assumer, hein, pour vraiment être incarner ça et être à l'aise avec cette identité-là. Je peux aussi utiliser cette posture d'accompagnante de psychologue pour aller lever les blocages. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, il va y avoir des choses qui vont bloquer cet accès et cette expression de soi, hein. On va avoir des freins à ça, très souvent. 99% du temps, finalement, à un moment de l'accompagnement, on sent qu'il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de bloqué quelque part. Et donc, il y a besoin aussi d'aller libérer, nettoyer ça pour avancer. Et puis, la quatrième voie que je découvre de plus en plus, que je pratique de plus en plus et qui a vraiment beaucoup de sens pour moi, qui est l'invitation à aller à l'intérieur. Donc, vraiment, dans mes accompagnements, je vais aussi faire toujours cette référence, enfin, toujours cette invitation à aller s'écouter, à aller voir ce qui se passe et à être la meilleure conseillère pour soi-même, hein. Donc voilà, je vais le distiller, je vais vraiment l'encourager tout au long et pour aussi amener à l'autonomie, hein. Le but, c'est que les entrepreneuses, de plus en plus, puissent développer et de moins en moins besoin de moi ou de quelqu'un d'autre pour développer leur activité. Du coup, voilà, ça c'est vraiment la façon dont j'aborde la singularité et ce travail-là va se retrouver dans ce que je propose, dans une de mes offres, un de mes accompagnements qui va vraiment être axé là-dessus et qui s'appelle Business Coups Humains. Donc, Business Coups Humains, c'est un accompagnement qui est individuel, qui est sur mesure, bien évidemment, et qui va être profond, hein, qui va vraiment aller chercher en profondeur et se connecter à des choses assez intimes et dont l'objectif, enfin les objectifs sont déjà de permettre, bien évidemment, cette reconnexion, cette reconnaissance de sa singularité, pour la respecter, pour l'assumer, pour la vivre pleinement dans sa vie d'entrepreneuse. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le postulat de base, c'est vraiment de là qu'on part et c'est pour ça que d'où cette masterclass, parce que vraiment, c'est le sujet principal et essentiel. Donc, c'est déjà de vraiment aller reconnaître cette singularité. Ça va être aussi donc de mettre en conscience et de lever les blocages, j'en ai parlé juste avant, mais pas seulement. Les blocages, c'est vraiment des choses inconscientes, profondes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre plus du conditionnement. C'est des choses, quand on entreprend, souvent, on va très vite être conditionné. On va se dire, oui, il faut que je fasse comme ça. Si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Les autres font comme ça, il faut que je fasse aussi. Donc, ça va être beaucoup d'injonctions qu'on va intégrer, qu'on va s'imposer. Donc, il y a aussi tout ça à aller questionner et à aller dégommer, hein, souvent, la plupart, parce que ça vient alourdir en fait notre façon d'entreprendre. Et ça nous empêche de vraiment faire à notre façon et vraiment se sentir libre de créer et d'entreprendre à notre manière. Quand on se sent plus libre et qu'on se sent à l'aise avec qui on est, on va au fur et à mesure façonner notre activité. On va pouvoir la designer, la redesigner pour qu'elle soit vraiment à nos mesures, pour qu'on se sente à notre place, pour qu'on se sente vraiment parfaite comme on est, là où on est, à faire ce qu'on fait. Donc voilà, il y aura aussi ce travail dans l'accompagnement que je fais de faire du soi, de commencer à faire du soi et façonner l'activité pour qu'elle soit alignée avec qui on est. Tout ça, tout ce travail va permettre de changer aussi la posture. On va développer une posture d'entrepreneuse assurée. On a conscience de ce qu'on apporte d'important à ses clients et on a développé et créé des offres qu'on adore, qui sont dans le prolongement de soi, qui sont fluides, qui sont agréables et dont on a envie de parler.
Et puis, on va, du coup, comme on est sur comme on assume vraiment sa singularité, on va aussi permettre à des gens de connecter à notre univers. On n'est plus justement dans la part témoin, dans le truc un peu lisse, mais on va vraiment donner accès à l'autre, à notre univers. Et du coup, les connexions, quand elles vont se faire sur des choses vraiment authentiques et ça va vibrer fort. On ne va pas venir te voir parce qu'il y a de la lumière, on va venir te voir parce que quelque chose parle vraiment dans ce que tu fais et qu'il y a une vraie connexion quelque part. Et puis, ce que je permets aussi à travers mes accompagnements et notamment Business Coups Humains, c'est d'entreprendre de manière agile, de manière légère. C'est important pour moi parce que le but, c'est pas de figer, de dire, OK, maintenant j'ai telle offre de telle manière, etc. Et puis de se sentir nouveau coincé là-dedans. C'est effectivement que l'activité puisse bouger avec nous, qu'on puisse ça doit être sur mesure, ça veut dire ajusté à qui on est maintenant, mais aussi ajustable à qui on devient. Donc, ça doit être effectivement une activité qui puisse te suivre ton mouvement. Et quand on a des profils atypiques, des fois, ça va vite et on a à peine, voilà, on a du mal à suivre et on a 50 idées, 50 envies. Et l'activité doit vraiment être là pour accompagner ce mouvement et pas pour venir le freiner. Et du coup, j'avais aussi envie de vous partager ce que ça fait une fois qu'on entreprend à partir de sa singularité, quand on fonctionne comme ça, quand on a mis le doigt dessus et qu'on développe à partir de là. Et du coup, je voulais vous le partager à travers des témoignages, à partir des retours des clientes que j'ai accompagnées. Donc, par exemple, Karine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'elle dit, c'est que ça va vraiment, cet accompagnement lui a permis de créer une offre qui lui ressemble, qui lui permet de s'épanouir pleinement dans son activité d'entrepreneuse. Ça lui a demandé de rencontrer ses blocages, donc on est vraiment allé travailler là-dessus pour oser être visible, oser se différencier. Et ce qu'elle écrit, c'est que je l'ai guidée vers cette partie unique d'elle-même qui attend à partager pour qu'elle puisse la reconnaître, l'accepter et lui permettre de s'exprimer au grand jour. Donc, c'est vraiment ça qu'elle retire et ce qu'elle a ressenti à l'issue de l'accompagnement Business Coups Humains qu'on a fait ensemble. Il y a aussi le témoignage d'Anne-Laure, qui est consultante formatrice en communication par l'image. Donc, elle, le résultat, le bénéfice vraiment du travail qu'on a fait ensemble, c'est qu'elle a pris confiance en elle et qu'elle a aussi eu conscience de sa légitimité et de ce qu'elle apporte en tant que praticienne. Elle comprend maintenant qui elle veut accompagner et en quoi sa façon de faire est totalement unique parce que cette façon de faire est en relation avec son passé, sa personnalité et son histoire. Ce n'est pas un hasard et il y a vraiment du sens derrière ce qu'elle propose. J'ai aussi travaillé avec Sabrina qui est coach et qui coach pour les managers et pour les profils HPI. Et du coup, elle était en démarrage d'activité et cet accompagnement lui a permis d'incarner avec beaucoup d'authenticité son nouveau métier après sa reconversion professionnelle. Elle a le sentiment de mieux se connaître et de vendre la façon dont elle fait son métier. Donc avant, effectivement, elle faisait partie des gens qui mettaient en avant son diplôme et qui faisaient de la pub pour son école. Et du coup, maintenant, elle vend vraiment sa pratique à elle. Elle peut du coup s'exprimer aussi de manière beaucoup plus construite et claire sur différents types de supports. Donc sur les réseaux, elle est beaucoup plus à l'aise. Elle aime communiquer avec sa newsletter, avec son site internet. Voilà, elle a pris goût à ça. Et puis aussi le retour de Laure, qui est coach consultante RH et formatrice. Donc elle est venue, elle n'aimait pas du tout parler d'elle, elle était très très mal à l'aise, elle avait beaucoup de questions sur son positionnement. Et donc le travail qu'on a fait ensemble lui a permis d'aller chercher et de prendre conscience de ses pépites, mais aussi après de pouvoir les assumer pleinement et de les porter au monde. Du coup, comment ça se déroule concrètement, Business Coups Humains, cet accompagnement? Ça va prendre la forme de 8 ou 12 séances d'une heure. Le format, ça va dépendre en fait de ta situation et de tes besoins. Donc, quand on est en démarrage d'activité et que finalement, on est un peu à poil, donc il y a vraiment toute la tenue à construire, il y a vraiment tout à créer. Donc là, on est souvent plutôt sur un accompagnement de 12 séances. Par contre, si tu as déjà des bases, que tu as déjà une tenue entrepreneuriale, mais que par contre, tu ne te sens pas à l'aise, que ce n'est pas ajusté, que c'est plutôt
de faire des retouches et de faire en sorte que tu te sentes totalement à l'aise. Là, on est plutôt sur 8 séances. Et ça, c'est quelque chose qu'on détermine en fait au moment de l'entretien découverte. Il y a toujours un temps d'échange pour vraiment parler de ça et voir ce qui est le plus adapté. La manière dont je travaille aussi, c'est que j'envoie à chaque fois un compte rendu pour venir justement, ce miroir, ça passe par l'échange verbal, mais aussi par l'écrit, venir structurer tout ce qui s'est dit et faire ressortir tout ce qui était important via un compte rendu. Et je propose aussi à chaque fois, après chaque séance, des exercices sur mesure pour vraiment venir dans la continuité de ce qui a été fait. Et pour préparer la suite, je vais créer des petits exercices pour venir voilà, décupler l'effet de ce qui se passe en séance à travers, enfin, dans le temps interséance. Business Coûts Humains, donc le tarif, c'est 1 290 € pour 8 séances et 1 920 € pour 12 séances. Et puis, en ce moment, je voulais aussi terminer par ça, vous parler du cadeau que j'offre jusqu'au 1er juin. Donc, pour les entrepreneuses qui auraient envie de faire cet accompagnement avec moi, j'offre une place dans un groupe que je crée et qui démarre le 5 juin, qui s'appelle Communique. Alors, pour vous dire en quelques mots ce que c'est, Communique, c'est un groupe d'entraide et d'apprentissage qui est spécialement dédié à la création de contenu. L'objectif, c'est de permettre aux participantes de ce groupe de trouver et d'affiner leur style unique en termes de communication. Un business Coûts Humains, on va travailler sur l'ensemble de l'activité, on va vraiment partir sur la totalité, on va aller questionner tous les pans de l'activité. Et là, c'est un focus vraiment sur la communication et comment infuser cette singularité, ce qui nous caractérise dans notre façon de communiquer. Ça va aussi permettre d'augmenter, par le travail et le feedback qu'on a du groupe, on va pouvoir augmenter la vibration et l'impact de nos contenus, de ce qu'on communique. En fait, on a un regard et on peut voir qu'est-ce que l'autre perçoit et comment on peut encore affiner notre message pour qu'il soit bien compris. Et puis, ce qui est aussi super important pour moi, c'est que la communication, avec ce groupe d'entraide et cet espace vraiment dédié à ça, soit un plaisir, devienne ou redevienne vraiment un plaisir, que ce soit agréable, que ce soit léger, que ce soit joyeux, de créer et diffuser du contenu, que ce soit des posts, des newsletters, des vidéos, peu importe, mais qui est de la légèreté et du plaisir à faire ça. Concrètement, ça va, donc je reprends, moi j'aime beaucoup le co-développement, donc je reprends les grands principes du co-développement. Donc à chaque séance, chaque participante vient avec un contenu ou un projet de contenu qu'elle va soumettre au groupe pour avoir du feedback, pour avoir les ressentis, les idées, les avis en fait des autres membres du groupe et justement prendre conscience de ce qu'elle renvoie, de ce qu'elle communique et de rendre ça toujours plus représentatif de ce qu'elle est et de ce qu'elle a envie de faire passer comme message. Pour que ce travail se fasse et que ça soit vraiment quelque chose de précieux et d'authentique, moi j'anime et je pose un cadre ultra sécurisé avec beaucoup de bienveillance. C'est pas chacun va à l'emporte-pièce, il y a vraiment des règles et un fonctionnement très précis pour que ce soit porteur, pour que chacune se sente ultra à l'aise et que ce soit vraiment un terrain de partage et d'expérimentation en toute sécurité. Donc ça, comme je le disais, c'est démarrage le 5 juin. C'est 2 heures 2 fois par mois, donc à peu près tous les 15 jours. Ça se passe tout comme d'ailleurs Business Coûts Humains en visio. Et donc ce groupe est calibré pour 6 séances et grand maximum 6 participantes. J'ai vraiment envie que ça reste intimiste et qu'on ait le temps à chaque séance de plonger dans les contenus de chacune et de pouvoir vraiment lui apporter des retours précis et fins. Et puis, c'est un groupe, donc en lui-même, la valeur, c'est 333 €. Donc voilà, je l'offre à celles qui auraient envie d'entamer un accompagnement individuel. J'offre une place
mais dans la limite des places disponibles. Hein, comme dit, il y en a 6, donc je n'irai pas au-delà. Et puis, c'est aussi possible si certaines auraient envie de faire uniquement ce groupe d'entraide et vraiment d'axer sur la création de contenu, mais qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement plus global et qui sont déjà plutôt au clair sur leur singularité, c'est aussi tout à fait possible de réserver sa place uniquement pour Communique. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager, de ce qui me semblait important et de ce sujet de la singularité qui, pour moi, vraiment est au cœur de l'entrepreneuriat et au cœur de ce que je propose. Du coup, voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie qu'on échange sur certains sujets, sur certains aspects que j'ai pu évoquer durant, je ne sais pas combien de temps, depuis qu'on est ensemble, 1 heure. Voilà, est-ce qu'il y a des choses, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez envie ou poser vos questions dans le chat. Alors, je regarde. Merci pour cette conférence, j'ai eu le plaisir de vous découvrir. Ok, super. Merci beaucoup, Angélique, d'avoir été avec nous. Je te souhaite une belle après-midi. Est-ce que d'autres ont envie de partager, de réagir, de poser des questions? Alors, merci. Je t'en prie, Navina. Hop, c'était clair. Une petite question. Qu'est-ce donc que le design humain? Oui. Donc, le design humain, je n'ai pas trop détaillé. Le design humain, c'est un outil, une approche qui se base sur la date de naissance et le lieu de naissance. Et en fait, alors c'est un peu un mix de plusieurs courants. Hein. C'est un mix entre de l'astrologie. Il y a aussi le Yiking, ça c'est une démarche qui vient de Chine. Il y a aussi un peu de Kabbale, enfin, c'est plusieurs courants comme ça qui se sont mixés dans cet outil. Et le design humain vient vraiment pour moi parler de l'énergie, des centres énergétiques. Hein. On va aller voir comment se répartit ton énergie dans ton corps, quels sont les endroits qui sont plutôt actifs chez toi, les autres qui sont plutôt en réception. On peut déduire aussi comment prendre tes décisions, quelles sont les stratégies pour aborder la vie en général et les situations, par exemple, professionnelles en particulier. Donc, il y a enfin, on peut déduire énormément de choses. On peut aller dans des détails comme le lieu de vie ou la nourriture. Hein. Ça peut aller jusqu'à ce degré de précision-là. Moi, c'est pas jusque-là que je vais, ça ne m'intéresse pas. Et comme dit, je n'ai pas envie d'aller dans quelque chose de trop, de noyer dans 1000 détails. Mais en tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que de connaître ces centres énergétiques, de savoir sur quoi on peut se fier, qu'est-ce qui est fiable pour nous, pour chacune d'entre nous, je trouve que ça amène beaucoup de clarté, beaucoup de fluidité au quotidien. Et ça explique aussi des fois qu'est-ce qui fait que ça a bloqué, qu'est-ce qui fait qu'on se casse la figure, enfin qu'on se prend toujours une porte à certains endroits. C'est que des fois, voilà, on n'a pas la bonne stratégie, on va chercher au mauvais endroit où on aborde les choses de la mauvaise manière. Donc, ça éclaire aussi ça et ça soulage et ça évite ce côté, ça fait 50 000 fois, pour elle, elle fait la même chose et ça marche super bien, et moi, j'essaie la même stratégie et j'ai 0 cliente alors qu'elle, elle remplit des salles. donc voilà, le design humain peut vraiment venir mettre de la lumière là-dessus et comprendre en fait que pour toi, par exemple, c'est pas du tout ça qui est OK et c'est pas du tout ça qui va marcher. Et tu peux regarder. Après, le schéma, ça va te générer un schéma. C'est un dessin avec plein de numéros, plein de trucs. C'est un petit peu aride comme ça en première approche, pardon. Mais voilà, ça se décrypte après. Et puis, il y a des couches et on peut aller dans des niveaux de détail de plus en plus importants. Merci, j'ai découvert le design humain récemment. J'ai même ressenti, ça permet d'avoir un mode d'emploi de soi-même, je trouve. Et ça a été un révélateur pour moi pour savoir comment prendre mes décisions. Ouais. Oui, moi aussi, c'est vraiment sur cette question de la décision. Dans l'entrepreneuriat, on prend des décisions énormément sur tellement de choses et souvent seul et on se noie dedans et on ne sait plus par où prendre le truc. Donc, d'avoir de la clarté sur nos prises de décision, ça peut être ultra précieux.
Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions, d'autres partages? Ok. Ben, en tout cas, voilà, si c'est bon pour vous, on va clôturer la masterclass maintenant. Je vous remercie encore beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous enverrai donc à toutes, à celles qui étaient là et aux autres aussi, le replay. Si vous avez besoin de revoir certaines choses ou si vous n'avez pas pu être là de bout en bout. Et puis, si ce que je propose, ça vous parle, ça correspond à vos besoins, vous m'envoyez un message, on prend le temps d'en discuter en individuel et de faire vraiment connaissance. Merci Lisa pour cette présentation. Je partage également le même avis pour le Human Design. C'est très précis, ça permet de se reconnecter à ce qui est naturel pour soi et de ne pas lutter. Oui, c'est vraiment ça. De surfer plutôt que de se combattre. Ok. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes une excellente après-midi. Je vous remercie encore. Et puis, voilà, au plaisir de vous entendre ou de vous retrouver prochainement. Merci à toi. Merci beaucoup. De rien. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci.